Le Centre Casablanca Cornée Kératocone et le cabinet d'ophtalmologie du Dr Marim Harouche ont le plaisir de partager une présentation PowerPoint de 10 minutes sur les avancées technologiques en matière de diagnostic et de prise en charge thérapeutique de la sécheresse oculaire. Vous savez tous que la sécheresse oculaire représente un vrai problème de santé publique très très fréquente. Plus de 350 millions de personnes de par le monde sont touchées par ce syndrome sec, avec des dépenses énormes, 5 milliards en vente en 2020 de médicaments et d'équipements. Et on sait qu'elle est en croissance et c'est prévu 33% de croissance dans les 5 prochaines années à venir. La définition, elle a été bien faite par le DIUS 2 déjà en 2007, affiné en 2017, avec cette notion de perte de l'homéostasie du film lacrymal et en plus des anomalies comme l'instabilité du film lacrymal, l'hyperosmolarité, l'inflammation, on a ajouté les anomalies neurosensorielles. Les symptômes de la sécheresse sont très variés. Donc, on le connaît tous. Pour insister uniquement sur deux formes, la forme très douloureuse qu'on doit prendre de façon un petit peu spéciale en rapport avec les altérations neurosensorielles, et surtout la forme asymptomatique qui est assez fréquente et qu'il faudra absolument détecter pour éviter un risque de décompensation en post-chirurgie, en particulier en réfractive et en cataracte. Et donc, ce dépistage va se faire par des examens objectifs qu'on a maintenant à notre disposition. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'une patiente qui vient consulter pour un presbylacique, forme asymptomatique, puisqu'elle ne présente aucun signe fonctionnel de sécheresse, mais l'examen retrouve une méibonite, et donc l'OSDI, il est à 10 dans son score, et donc je lui fais un lacridiaque qui va étudier le nibute, la mébographie et la hauteur du muscle lacrymal, et il s'avère qu'elle a un syndrome sec mixte avec 5 secondes en nibute et 0,17 en hauteur du muscle lacrymal. Donc, le syndrome sec oculaire peut être soit sous sa forme évaporative par altération des glandes de méibonus, ou bien dans sa forme déficiente aqueuse par altération de la glande lacrymale principale, mais en fait, on pratique que les deux formes sont souvent intriquées. C'est les formes mixtes. Les causes de la sécheresse oculaire sont très, très nombreuses, et c'est une maladie d'ailleurs qui est multifactorielle, et on va trouver des causes dans la forme évaporative et dans la forme en déficience aqueuse et dans la forme mixte, nombreuses et variées comme je viens de le dire. Donc, il a été très important donc d'avoir une conduite diagnostique pour faire le diagnostic de cette pathologie assez complexe, et aussi faire un protocole de traitement. Le protocole diagnostique se fait en 4 étapes. La première étape, c'est d'éliminer les diagnostics différentiels par un interrogatoire et un examen détaillé. La deuxième étape, c'est de déterminer les facteurs de risque, que ce soit les facteurs de risque de sécheresse au niveau local, tels que le port de lentilles, les méibonites, les syndromes de Gougeron et les pathologies générales avec les prises médicamenteuses, et analyser les facteurs de l'environnement. La troisième étape du protocole diagnostique étant d'objectiver les plaintes des patients, c'est-à-dire évaluer les symptômes, aussi bien lesquels, aussi leur sévérité, leur impact sur la vie de tous les jours, et enfin l'impact de l'environnement sur donc le syndrome sec. La troisième étape, et l'étape la plus importante qui a bénéficié donc des avancées technologiques, c'est l'examen clinique qui va confirmer le syndrome sec. Et selon la typhose 12.2,
on peut examiner et déterminer le NIBUT, c'est-à-dire le non-invasif recap time, qui est anormal lorsqu'il est moins de 10 secondes, on a un syndrome sec alors, ou bien calculer l'osmolarité des larmes, qui est anormal lorsqu'il est supérieur à 300 milliosmoles par litre. Et enfin, apprécier l'altération de la surface oculaire par le staining cornéen et conjonctival. La quatrième étape et la dernière du protocole de diagnostic. Après avoir fait le diagnostic, il faut donc chercher, classer ce syndrome sec en évaporatif par la mébographie et par l'interférométrie, ou bien c'est une forme par déficience aqueuse en mesurant la hauteur du muscle lacrymal. Donc, c'est là que on va parler donc de cet outil diagnostique très simple et très pratique pour faire le diagnostic et la sévérité de la maladie. C'est le lacridiaque. Le lacridiaque, il va nous permettre d'analyser les 3 couches du film lacrymal, le NIBUT, l'interférométrie, le ménisque lacrymal, l'examen des paupières par la mébographie et les photos, et l'examen de la surface oculaire par les colorants et l'hyperémie conjonctivale. On va passer un par un des fonctions du lacridiaque et on commence par le NIBUT, le non-invasif recap time, évaluation de la stabilité du film lacrymal sur la cornée, mesure automatique du temps de rupture du film lacrymal, et donc on aura une carte où on va avoir la localisation de la première rupture avec le temps de rupture. Le premier temps est anormal lorsqu'il est inférieur à 10 secondes. Le deuxième, c'est l'interférométrie qui analyse qualitativement et quantitativement la couche lipidique. Elle est rapide et donc on va évaluer cette interférométrie, cette couche lipidique, avec des images pour la graduer. Et lorsque on a une épaisseur très minime, inférieure donc de l'épaisseur du film de la couche lipidique du film lacrymal, avec un maillage qui est large, donc on a donc un syndrome sec de type évaporatif. Le deuxième, c'est l'examen de ménisque lacrymal, analyse quantitative de la couche aqueuse avec une mesure de la hauteur. 5 mesures sont faites avec une moyenne. Et donc, lorsqu'il est moins que 0,25, ça veut dire qu'on a une insuffisance aqueuse. Le quatrième, et parmi les plus importants, c'est la mébographie. C'est l'imagerie infrarouge des glandes de mébomus, analyse qualitative des glandes de mébomus avec une détection automatique des glandes, puis une quantification automatique. Et donc, on aura l'importance de la perte au niveau de la paupière supérieure et la porte inférieure. Lorsque cette perte est supérieure à 25%, on aura donc une altération de la couche lipidique. Une bibliographie très riche sur le lacridiaque, montrant son efficacité, sa reproductibilité pour faire le diagnostic et pour classer ce syndrome sec. Il nous donne un rapport d'examen sur le NIBUT, l'interférométrie, la mébographie au niveau des deux paupières et la hauteur du ménisque lacrymal. Après, on peut faire un examen après traitement, donc pour voir l'évolution avec le comparatif. On a un exemple ici sur le NIBUT de l'œil gauche. Donc qui est à 4 secondes et puis après un mois et demi de traitement, il a été refait, réévalué et il est passé à 9 secondes, montrant l'efficacité thérapeutique chez ce patient. Donc, pour résumer, le lacridiaque est un outil diagnostique du syndrome sec en consultation de routine. Il nous permet aussi de détecter et évaluer en pré-chirurgie pour avoir de meilleurs résultats en préparant la surface oculaire. Et il fait aussi le suivi des patients, surtout lorsqu'on est en train de détecter la toxicité médicamenteuse, comme par exemple le traitement du glaucome. Après donc ce protocole de diagnostic du syndrome sec, on passe au protocole de traitement.
La DUS2 aussi a mis en place ce protocole lorsqu'on a un syndrome sec par insuffisance, par déficience aqueuse. Les traitements, on commence par le traitement substitutif, puis on passe à un grade plus important, les AIS, la cyclosporine, le PRP, les bouchons lacrymaux, le réservoir donc d'hydratation sous une lentille sclérale, et enfin le traitement innovant, c'est l'IPL, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, par rapport maintenant au traitement de la forme évaporative, les DGM, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut rompre par le traitement. Les moyens qu'on a, c'est les gouttes, bien sûr, c'est surtout l'hygiène des paupières par des moyens physiques. Donc, il faut nettoyer, chauffer et masser les paupières, parfois par des appareils qui sont plus ou moins sophistiqués et assez chers. Donc, beaucoup de faiblesses. Souvent, on a une dépendance de l'observance du patient. Et donc, on a maintenant à notre disposition le système IPL, c'est-à-dire le système de traitement par la lumière pulsée intense, et le Lacristine des laboratoires Cantel en fait. On est un système innovant mis sur le marché en septembre 2019. Comment ça marche l'IPL? Alors l'IPL, on a une stimulation de l'innervation parasympathique. La production de larmes est stimulée par le système nerveux via le parasympathique qui est en lien avec la glande lacrymale et les glandes de mébomus. Donc ça va accélérer leur métabolisme. On a une meilleure expression du mébum qui grâce à la chaleur, et on a une diminution de l'inflammation de la peau et des paupières pour la rosacée par coagulation des petits vaisseaux. Enfin, ça élimine aussi et ça réduit le démodex. Alors, pour l'acrystine, c'est simple et rapide. 4 tirs en zone périorbitaire, 3 séances en un mois. Le traitement, il est indolore et efficace. Le plus du lacrystine par rapport aux autres IPL, c'est que ça fonctionne avec une fluence totale uniquement de 8 joules par centimètre carré, avec un train de pulse avec des pauses de 26 millisecondes. Ça a des avantages donc cliniques, pas d'augmentation de la température des tissus, aucune réaction inflammatoire, et surtout on a la possibilité de traiter toutes les majorités de peau avec sécurité parce que la longueur d'onde est supérieure à 610, et donc on peut traiter les peaux blanches jusqu'aux peaux brun foncé. Je résume pour le lacrystine, c'est un système d'IPL qui est efficace et safe. Les indications sont larges. Dès qu'on a une insuffisance des mouillons oculaires et des moyens physiques d'hygiène, on peut passer à l'IPL, simple et rapide et efficace. Ça nous permet aussi de préparer les patients et leur surface oculaire à la chirurgie. Alors, avant de terminer ce sympo, je vais dire un petit mot sur le traitement régénératif par le PRP, c'est-à-dire le plasma riche en plaquettes. Ce PRP, il est très intéressant. Il a fait ses preuves en chirurgie orthopédique, en esthétique et en oculaire. On a l'habitude d'utiliser le sérum autologue. Alors, le PRP, il est beaucoup plus supérieur que le sérum autologue. Alors, pourquoi? Justement, parce que l'utilisation, il nous permet de faire l'utilisation des cellules souches locales. Donc, il y a une stimulation biologique des tissus lésés avec les concentrés plaquettaires. Et ça va consister en l'utilisation du potentiel régénératif du tissu qui va recruter les cellules souches locales. Donc, la réflexion est la suivante. Il y a des cellules souches dans tous les organes et donc on va les réveiller par le PRP. Ce qui va nous donner, donc, grâce aux plaquettes, ces plaquettes sont les facteurs clés dans ce mécanisme de réparation des tissus. Ils vont fournir les facteurs de croissance essentiels qui sont impliqués dans la migration des cellules souches, leur différenciation et leur prolifération. Et donc, ça va nous rétablir donc l'homéostasie de la surface oculaire. Donc, le PRP que j'utilise, c'est celui du Regen PRP des laboratoires Regen Lab Suisse. Il est très riche en plaquettes et surtout, on retire avec ce système 99%
des globules rouges et aussi 96,7% des granulocytes, des cellules, des globules blancs en général, en particulier les granulocytes pro-inflammatoires. Donc, une étude espagnole comparant le PRP à l'urine de sodium, les résultats sont nettement supérieurs avec une accalmie, disparition de l'inflammation et amélioration des symptômes et de la surface oculaire, de l'atrophicité de la surface oculaire par le PRP. Actuellement, on a commencé une étude par le PRP au centre Casablanca Cornet Kératocone dans les pathologies de surface oculaire, en particulier les ulcères chroniques et les syndromes secs. Ça, c'est l'exemple d'une patiente, syndrome de Gougereau et avec une altération importante aussi palpébrale. Et après 2 cures en 1 mois, de PRP, 2 cures de 7 jours, on a retrouvé une surface cornéenne qui est calme, avec moins d'hyperémie bulbaire et palpébrale et un film lacrymal plus régulier et plus transparent. Ça, c'est l'exemple d'une fillette avec une plaque vernale qui a résisté au traitement habituel et donc traitée par une cure de PRP 7 jours à raison de 4 gouttes par jour après grattage de la plaque et donc le retour à une surface oculaire calme et une cicatrisation totale de l'ulcère. Pour résumer ce symposium, le syndrome sec oculaire est très fréquent problème de santé publique. Il a été bien défini par le 12.2 avec des guidelines dont le diagnostic qui a été étoffé par les avancées technologiques en imagerie. Le LAC-RIDIAC constitue un modèle rapide et objectif non invasif du diagnostic et dans l'évaluation de la sévérité et du type du syndrome sec. Beaucoup de progrès dans la prise en charge de cette pathologie multifactorielle et le LAC estime comme lumière intense pulsée IPL et un processus de traitement très intéressant avec une grande efficacité en matière de DGM et de rosacée. Merci de votre attention.